Avant d'examiner la solution idéaliste au problème de la représentation, je voudrais appliquer ce que nous avons vu quant au principe de l'empirisme, au problème qui constitue notre thème cette année, à savoir la vérité. Pour ce faire, le plus simple me semble être d'expliquer le texte que vous trouvez dans le polycope qui vous a été distribué, à savoir le chapitre 5 du livre 4 du traité de l'essai philosophique concernant l'entendement humain, page 474 et suivante. Le chapitre s'intitule donc « De la vérité en général ». Je vous lis le premier paragraphe. « Il y a plusieurs siècles qu'on a demandé ce que c'est que la vérité. Et comme c'est là tout ce que le genre humain cherche ou prétend chercher, il ne peut qu'être digne de nos soins d'examiner avec toute l'exactitude dont nous sommes capables en quoi elle consiste, et par là de nous instruire nous-mêmes de sa nature et d'observer comment l'esprit la distingue de la fausseté. » La première chose à remarquer dans ce texte, c'est une forme d'ironie ou du moins de scepticisme quant à un type de recherche de la vérité dont Locke fait preuve ici. Ce sont les mots « le genre humain cherche la vérité » ou « prétend la chercher ». On va voir que cette prétention à la recherche de la vérité est ce contre quoi une grande partie du texte est dirigée. La deuxième chose, c'est évidemment la recherche comme telle. Locke assigne ici à la vérité un statut extrêmement important s'il est vrai que, excepté cette partie du genre humain qui ne fait que prétendre rechercher la vérité, l'autre partie, dont on peut espérer qu'il s'agisse de la plus grande, la recherche effectivement, et que c'est là tout l'objet de sa recherche. Autrement dit, là où par exemple Aristote assignait comme principale recherche de la part du genre humain le bonheur, Locke lui assigne la recherche de la vérité. Donc, élément extrêmement important. Troisième chose importante dans ce petit paragraphe, c'est que Locke veut rechercher par nous-mêmes la nature de la vérité. C'est-à-dire, il y a là un refus de tout dogmatisme que nous allons à nouveau retrouver un petit peu plus loin dans le texte. Enfin, dernier élément, l'antithétique de la vérité, c'est ce qu'il appelle la fausseté. Donc le couple ici canonique, si on peut dire, c'est vérité-fausseté. Passons à présent au deuxième paragraphe. Il me semble donc que la vérité n'emporte autre chose, selon la signification propre du mot, que la conjonction ou la séparation des signes suivant que les choses mêmes conviennent ou disconviennent entre elles. Il faut entendre ici, par la conjonction et la séparation des signes, ce que nous appelons autrement proposition, de sorte que la vérité n'appartient proprement qu'aux propositions, dont il y a deux sortes, l'une mentale, l'autre verbale, ainsi que les signes dont on se sert communément sont de deux sortes, savoir les idées et les mots. Vous aurez sûrement reconnu dans les termes conviennent ou disconviennent la traduction de ce que jusqu'à présent nous avons appelé adéquation ou inadéquation. Mais ce n'est pas si simple. Car ce qui ici convient ou disconvient, c'est les choses mêmes. Donc ce n'est pas tant le rapport entre les signes et les choses que, au sein même des choses, des qualités, si l'on peut dire, ou des attributs qui se conviennent entre elles et que les signes, c'est-à-dire, disons, les mots,
reproduisent. Donc ce qui est ici mis en place, c'est en quelque sorte, d'une part, la séparation ou la conjonction, c'est-à-dire le prédicat qui est associé ou dissocié du sujet. Si je dis « le ciel est bleu », j'associe, donc je fais la conjonction entre le prédicat bleu et le sujet ciel. Donc conjonction ou séparation des signes. Et par ailleurs, la couleur bleue, donc vis-à-vis de la chose couleur, la qualité couleur, vis-à-vis de la chose ciel. Donc il faut que l'ordre des signes, c'est-à-dire l'ordre des mots, reproduise l'ordre des choses en elles-mêmes. C'est donc, d'une part, une logique des choses. Il y a, par exemple, l'impossibilité à ce que un cercle puisse être mis en carré. La quadrature du cercle est quelque chose qui ne peut pas du tout convenir, comme dit le texte, au niveau même des choses. Dès lors, cette convenance, cette disconvenance au niveau des choses doit également se traduire au niveau des mots. C'est-à-dire que une proposition, un énoncé, si vous voulez voir une équation, qui décrirait cette quadrature du cercle, serait nécessairement fausse, même si, en apparence, au niveau des mots, elle est possible. Donc supposons que je donne l'équation de la quadrature du cercle, il va y avoir une conjonction au niveau des mots dans l'équation, je vais prêter au carré les propriétés du cercle, mais cette logique des mots sera en décalage, en inadéquation, vis-à-vis de la logique des choses. Donc nous avons, si on peut le dire ainsi, 3 ordres logiques. Il y a l'ordre des signes, l'ordre des choses et l'ordre du rapport des signes et des choses. Donc voilà ce qui est mis en place par cette première phrase du paragraphe 2. L'autre élément essentiel mis en place dans ce paragraphe 2, c'est cette distinction au niveau des propositions. Il y aurait 2 sortes de propositions, l'une mentale, l'autre verbale. L'idée d'une proposition mentale est quelque chose d'extrêmement étrange parce que pour Locke, comme l'indique la fin du paragraphe, la proposition mentale, ce sont des idées, là où la proposition verbale, ce sont des mots. Autrement dit, lorsque j'ai en tête une proposition verbale, c'est-à-dire si par exemple je réfléchis en mon fort intérieur, je prononce des mots. Donc en prononçant des mots dans mon esprit, ce n'est pas parce que je ne les prononce pas de façon acoustique, je ne les prononce pas à haute voix, qu'il ne s'agit pas d'une proposition verbale. Dès lors, qu'est-ce qu'une proposition mentale ? Autrement dit, il semblerait bien que Locke soutienne une thèse fort curieuse pour un empiriste, à savoir qu'il y ait une nature non nécessairement verbale de l'esprit. Les idées auraient une nature autre que celle des mots. Elles apparaîtraient dans autre chose que des mots. Alors, cette idée est compréhensible, cette conception est compréhensible si on pense aux images. Par exemple, nous avons en l'esprit des images qui sont simplement des images et non pas des mots. Mais s'agit-il encore de propositions ? Non. Dès lors, de quoi peut-il s'agir dans ces propositions
non verbal et pourtant mental. Donc, nous penserions quelque chose sans que cela soit des mots, et pourtant il y aurait quelque chose comme une proposition. Bon, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à concevoir, et en fait, je crois que c'est une thèse qui est essentiellement polémique, comme nous allons le voir par la suite. Passons donc au paragraphe 3. Pour avoir une notion claire de la vérité, il est fort nécessaire de considérer la vérité mentale et la vérité verbale distinctement l'une de l'autre. Cependant, il est très difficile d'en discourir séparément parce qu'en traitant des propositions mentales, on ne peut éviter d'employer le secours des mots. Et dès là, les exemples qu'on donne de propositions mentales cessent d'être purement mentales et deviennent verbales. Car une proposition mentale, n'étant qu'une simple considération des idées comme elles sont dans notre esprit, sans être revêtues de mots, elles perdent leur nature de proposition purement mentale dès qu'on emploie les mots pour les exprimer. Vous voyez que ce paragraphe 3 souligne la difficulté qu'il peut y avoir à cerner quelque chose comme une proposition mentale, puisque dès que nous la cernons, ce sont les mots qui nous le permettent. Autrement dit, dès que nous approchons intellectuellement l'analyse de ces propositions mentales, nous les verbalisons, mais alors elles s'évanouissent en tant que propositions mentales. Elles deviennent des propositions verbales. Est-ce qu'il s'agit là d'un paradoxe de méthode ? C'est ce que le paragraphe 4 va nous permettre de comprendre, et vous allez voir qu'il s'agit en fait bien d'un paradoxe méthodologique, c'est que Locke tient absolument à séparer les mots des idées, parce que l'on peut utiliser les mots de façon automatique. Autrement dit, on peut utiliser les mots de façon vide, de façon creuse. Dès lors, le rôle d'une proposition mentale, c'est de donner un contenu aux mots. C'est que les mots ne soient pas que du vent. C'est pour cela qu'il tient absolument à séparer proposition mentale et proposition verbale. Le problème méthodologique principal est simplement de comprendre si ce contenu des mots, qu'il faut absolument saisir pour que les mots ne soient pas que du vent, ne soient pas des mots rien que des mots, est bien quelque chose qui existe hors des mots. Donc lisons à présent le paragraphe 4. Ce qui fait qu'il est encore plus difficile de traiter des propositions mentales et verbales séparément, c'est que la plupart des hommes, pour ne pas dire tous, mettent des mots à la place des idées en formant leurs pensées et leurs raisonnements en eux-mêmes, du moins lorsque le sujet de leur méditation renferme des idées complexes. Ce qui est une preuve bien évidente de l'imperfection et de l'incertitude de nos idées de cette espèce, et qui, à le bien considérer, peut servir à nous faire voir quelles sont les choses dont nous avons des idées claires et parfaitement déterminées, et quelles sont les choses dont nous n'avons point de telles idées. Car si nous observons soigneusement la manière dont notre esprit se prend à penser et à raisonner, nous trouverons, à mon avis, que quand nous formons en nous-mêmes quelques propositions sur le blanc ou le noir, sur le doux ou la mer, sur un triangle ou un cercle, nous pouvons former dans notre esprit les idées mêmes, et qu'en effet, nous le faisons souvent, sans réfléchir sur les noms de ces idées. Mais quand nous voulons faire des réflexions ou former des propositions sur des idées plus complexes, comme sur celles d'homme, de vitriol, de valeur, de gloire, nous mettons ordinairement le nom à la place de l'idée, parce que les idées de ces noms signifient, étant la plupart imparfaites, confuses et indéterminées, nous réfléchissons sur les noms mêmes, parce qu'ils sont plus clairs, plus certains, plus distincts et plus propres à se présenter promptement à l'esprit que des pures idées. De sorte que nous employons ces termes à la place des idées mêmes, lors même que nous voulons méditer et raisonner
en nous-mêmes et faire tacitement des propositions mentales. Nous en usons ainsi à l'égard des substances, comme j'ai déjà remarqué, à cause de l'imperfection de nos idées, prenant le nom pour l'essence réelle dont nous n'avons pourtant aucune idée. Arrêtons-nous là. Je pense que vous percevez à présent l'enjeu de cette distinction entre les signes, c'est-à-dire les mots et les propositions verbales, et les idées ou les propositions mentales. Nous avons vu dans l'exposé des principes de l'empirisme que la source principale des idées, lorsque les idées sont des idées de choses et non pas des idées qui nous viennent des sens et non pas des idées de réflexion, c'est l'effet que cette chose imprime en nous. Dès lors, la proposition mentale, c'est en quelque sorte l'enchaînement des impressions que les choses laissent en nous. C'est cela qui constitue les idées et c'est cela auquel les mots doivent se référer pour contenir du sens. D'où le rapport entre les idées claires et parfaitement déterminées et les idées complexes. Lorsque nous utilisons des mots sur le blanc ou le noir, le doux ou l'amer, il y a présent en notre esprit la marque de la chose, ce que c'est que la couleur blanc ou noir ou doux ou amer. Donc le mot est en corrélation directe avec l'idée et par là avec la chose. Alors que lorsque nous avons affaire à des idées complexes, homme, vitriol, valeur, gloire, nous ne parvenons pas à cerner l'idée ou la marque des choses comme telle parce qu'il y en a en quelque sorte beaucoup, ce sont des marques complexes et dès lors nous opérons sur les mots, sur les signes, sans que ces mots soient lourds de la marque des choses. Donc ils sont en quelque sorte déconnectés des choses. Autrement dit, c'est à ce moment-là que nous avons affaire à des propositions verbales qui sont déconnectées des propositions mentales. Un exemple classique de cela, c'est la théorie des grands nombres. Si nous disons 1 plus 1 égale 2, il est très aisé d'avoir l'idée même, une unité, ajoutée à une unité, on conçoit très bien que cela donne 2 unités, c'est très facilement compréhensible, alors que si l'on nous dit 2 500 445 000 ajouté à 5 300 445,003, il devient très difficile de concevoir la réalité de ce nombre. Et à ce moment-là, nous opérons sur les simples signes. Nous considérons les chiffres, nous les faisons fonctionner de façon beaucoup plus petite. Nous ajoutons, en mettant en colonne ces chiffres, nous les ajoutons un à un, parce que c'est plus facile à calculer. Et par là, nous ne manions jamais la réalité de ce nombre, parce qu'elle est trop complexe, elle est trop grande. Donc, nous fonctionnons sur le chiffre, donc sur le signe, et non pas sur le nombre, c'est-à-dire sur la réalité quantitative à laquelle nous avons affaire. C'est de façon similaire ce que nous faisons avec les concepts d'homme, de vitriol, de valeur ou de gloire. Nous manions ces mots sans avoir l'idée de ce qu'ils signifient. Mais en même temps, notre discours est alors déconnecté
de la réalité de la chose. C'est cette nécessité de déconnexion, nécessité pour les grands nombres, mais accident ou défaut pour certains concepts, valeur, gloire, homme, vitriol, que Locke souligne ici, et c'est cette distinction qui le pousse à bien marquer la distinction entre proposition mentale et proposition verbale. Par ailleurs, si nous avions quelques difficultés à comprendre ce que peut vouloir dire proposition mentale, puisque nous avons le sentiment que tout ce qui est dans l'esprit et qui est de l'ordre d'une proposition, donc ce qui suppose une discursivité, ne peut être que verbal. Donc malgré ce sentiment-là, nous pouvons bien comprendre ce que c'est que proposition mentale dès lors que nous nous rappelons des principes empiristes de Locke, à savoir qu'il y a des séries de marques en nous qui sont laissées par les choses. Poursuivons notre analyse de ce paragraphe. Dans les modes, nous faisons la même chose, à cause du grand nombre d'idées simples dont ils sont composés. Donc c'est là un nouvel exemple, il n'y a pas particulièrement lieu de s'y attarder, car la plupart d'entre eux étant extrêmement complexes, le nom se présente bien plus aisément que l'idée même qui ne peut être rappelée, et pour ainsi dire exactement retracée à l'esprit qu'à force de termes et d'applications, même à l'égard des personnes qui ont auparavant pris la peine d'éplucher toutes ces différentes idées, ce que ne sauraient faire ceux qui, pouvant aisément rappeler dans leur mémoire la plus grande partie des termes ordinaires de leur langue, n'ont peut-être jamais songé, durant tout le cours de leur vie, à considérer quelles sont les idées précises que la plupart de ces termes signifient. Ils se sont contentés d'en avoir quelques notions confuses et obscures. Et parmi ceux qui parlent le plus de religion et de conscience, d'église et de foi, de puissance et de droit, d'obstruction et d'humeur, de mélancolie et de bile, combien n'y en a-t-il pas dont les pensées et les méditations se réduiraient peut-être à fort peu de choses si on les priait de réfléchir uniquement sur les choses mêmes et de laisser à Cartier tous ces mots avec lesquels il est si ordinaire qu'ils embrouillent les autres et qu'ils s'embarrassent eux-mêmes. Vous voyez comment ressort ici le caractère polémique de la distinction. Ce caractère est commun à toutes les philosophies. Nous verrons plus tard comment, chez Leibniz, cela est nommé psittacisme. Psittacisme, cela vient de psittacus, c'est-à-dire perroquet. Le perroquet, c'est celui qui prononce des mots sans avoir, évidemment, l'idée à laquelle le mot correspond. C'est en quelque sorte ce que Locke est en train de faire ici. Locke s'appuie sur cette déconnexion entre les idées et les mots, entre le poids des choses en nous et les mots, et d'autre part sur l'appréhension du langage, sur la façon dont nous nous mettons à manier les mots, pour critiquer les dogmes, religion et conscience, église et foi, puissance et droit, mais aussi, d'une certaine façon, la médecine, obstruction, humeur, mélancolie et bile, et en disant, en quelque sorte, que tous les dogmatiques religieux, dogmatiques médicales, les docteurs, docteur ça vient de dogme, ne font en fait que manier des mots. Et maniant les mots, d'une part, ils sont séparés du réel, ils ne font pas que réfléchir sur les choses mêmes, et d'autre part, ils s'embrouillent, c'est-à-dire que la logique des mots devient une logique un peu folle, dont le prototype est la sophistique. Donc là, critique très forte de la part de Locke de la dogmatique. Passons au paragraphe 5. Mais pour revenir à considérer en quoi consiste la vérité,
je dis qu'il faut distinguer deux sortes de propositions que nous sommes capables de former. Premièrement, les mentales, où les idées sont jointes ou séparées dans notre entendement, sans l'intervention des mots, par l'esprit, qui, apercevant leur convenance ou leur disconvenance, en jugent actuellement. Donc, rappel de ce que c'est que les propositions mentales. C'est la jonction des idées elles-mêmes, les idées étant les marques des choses en nous. Jonction dont l'esprit, d'après Locke, peut juger de façon réelle, c'est ça que veut dire actuelle, il juge, c'est l'esprit qui est à l'action, cela indépendamment des mots. Et deuxième rappel principal, la fin du paragraphe, il y a en second lieu des propositions verbales qui sont des mots, signes de nos idées, joints ou séparés, en des sentences affirmatives ou négatives, et par cette manière d'affirmer ou de nier, ces signes, formés par des sons, sont pour ainsi dire joints ensemble ou séparés l'un de l'autre. De sorte qu'une proposition consiste à joindre ou séparer des signes, et la vérité consiste à joindre ou séparer ces signes, selon que les choses qu'ils signifient conviennent ou disconviennent. Nous retrouvons là le troisième moment de cette logique propre à la vérité, à savoir le rapport entre l'ordre des mots et l'ordre des idées. Et nous voyons que, c'est ce qui est affirmé à la fin du texte, l'ordre des choses est évidemment ce qui prévaut. Autrement dit, l'ordre des signes, l'ordre des mots doit se calquer sur l'ordre des choses en nous, c'est-à-dire l'ordre des idées. On a donc par là mis en évidence que l'adéquation se fait du côté de la chose. Il faut que l'esprit, dans les propositions verbales qu'il forme, se calque sur les signes des choses en nous, c'est-à-dire les idées, lesquelles reproduisent l'ordre des choses telles qu'elles sont dans le réel. C'est ce qui sera clairement thématisé dans le paragraphe 6, vers la fin de ce paragraphe, à savoir lorsque Leibniz explique que nous joignons ou nous séparons dans nos mots ce qui est joint ou séparé dans les choses. Et il confirme cela en disant « Forme ainsi une proposition mentale qui est vraie ou fausse selon qu'une telle espèce de divisibilité ou qu'une telle divisibilité en telle partie aliquote convient réellement ou non avec cette ligne. » Donc c'est le rapport entre l'ordre des mots en tant qu'il correspond à l'ordre des idées, en tant que cet ordre correspond à l'ordre des choses, qui dicte le statut de vérité ou de fausseté de la proposition verbale. Donc le terme essentiel qui est mis en évidence ici, c'est la vérité mentale, puisque c'est ce qui est en quelque sorte la médiation entre les choses et la proposition verbale. Donc, l'accentuation là porte sur la vérité mentale. Comment, à partir de là, se constitue la vérité verbale ? C'est ce qu'explique la fin du paragraphe 6. Mais la vérité verbale est quelque chose de plus. C'est une proposition où des mots sont affirmés ou niés l'un de l'autre selon que les idées qu'ils signifient conviennent ou disconviennent. Et cette vérité est encore de deux espèces, ou purement verbale et frivole, de laquelle je traiterai dans le chapitre 10, ou bien réelle et instructive, et c'est elle qui est l'objet de cette connaissance réelle dont nous avons déjà parlé.